Cette semaine, nous nous intéressons à un cas particulier des arbres, la structure d'arbres binaires. Alors un arbre binaire, évidemment, c'est un arbre de degré 2, donc où chaque nœud peut avoir au maximum 2 enfants, mais pas que. Dans un arbre binaire, les enfants sont explicitement des enfants gauche ou droit. Et donc dire qu'un nœud est de degré 1 ne suffit pas à spécifier exactement ses enfants. Dans l'arbre ici à droite, les nœuds C et F sont tous les deux de degré 1, mais le nœud C a un enfant gauche et pas d'enfant droit, tandis que le nœud F a un enfant droit et pas d'enfant gauche. Et c'est une différence qui peut être importante. Alors pourquoi est-ce qu'on étudie les arbres binaires? Eh bien parce qu'ils sont très importants dans de nombreux cas. Différents exemples. Alors d'abord nous avons vu l'état évidemment. Alors l'état évidemment ne sont pas représentés explicitement sous forme d'arbres, ce sont bien des tableaux qui sont organisés d'une manière qui fait penser à un tas, mais ce sont donc des arbres binaires complets. Dans la suite de cette semaine, nous allons voir la notion d'arbres binaires de recherche, qui sont des arbres binaires qui sont organisés de façon à ce que ce soit facile de chercher les éléments dedans. Donc ça, ce sera un des sujets principaux de ce chapitre 5. Et puis l'année prochaine, en ASD2, vous verrez les arbres AVL, qui sont un cas particulier d'arbres binaires de recherche, où on garantit que la hauteur est proportionnelle au logarithme du nombre d'éléments dans l'arbre. On peut mentionner aussi les arbres rouges-noirs, que vous ne verrez pas en ASD, mais qui sont importants parce que ce sont ceux qui sont utilisés dans la STL pour mettre en œuvre Standard Set et Standard Map. Et puis il y a d'autres arbres équilibrés, binaires, comme les arbres d'Anderson aussi, que nous ne verrons pas non plus. Alors, pour représenter ces arbres binaires, on veut différencier explicitement les enfants gauche et droit. Et donc, on va utiliser une représentation qui nomme explicitement l'enfant gauche et l'enfant droit. Donc, on ne va pas utiliser un conteneur vers les deux enfants, etc. On ne va pas avoir un pointeur vers l'aîné parce que l'aîné peut être le droit éventuellement si il n'y a pas de gauche, mais il sera le gauche sinon, etc. Donc la manière la plus simple, c'est de nommer explicitement gauche et droit. Éventuellement, on aura aussi un pointeur vers les parents. Ce n'est pas toujours nécessaire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur un arbre binaire sans utiliser de pointeur vers les parents. On peut le parcourir, on peut y insérer des éléments, on peut en supprimer des éléments. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Mais par contre, pour certaines autres choses, on a besoin du pointeur parent. Ce sera le cas par exemple si on veut itérer sur cet arbre. Alors cette représentation, si on veut la faire en C++, on a plusieurs alternatives possibles. La plus simple, c'est d'avoir un nœud avec 3 pointeurs. Un pointeur vers le parent, un pointeur vers l'enfant gauche, un pointeur vers l'enfant droit. Celui vers les parents étant optionnel. Mais certains préfèrent utiliser un standard d'arrêt pour les deux enfants. Et puis on sait bien que le gauche est d'indice 0 et le droit est d'indice 1. Ça permet de simplifier l'écriture de certaines fonctions, où on peut traiter les deux enfants de manière équivalente. Par contre, ça rend peut-être un peu moins clair le fait de lequel est gauche et lequel est le droit. Alternativement, vous pouvez utiliser cette structure avec un arrêt, et puis fournir deux fonctions inline qui renvoient l'enfant gauche et l'enfant droit, en allant chercher simplement la référence au bon enfant dans le arrêt. Alors, la première chose qu'on peut faire avec ces arbres, évidemment, c'est de les parcourir. Alors, le parcours en profondeur, qui soit en pré-ordre ou en post-ordre, ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur les arbres quelconques. Simplement, plutôt que de faire une boucle sur tous les enfants, ici, on fait un appel explicite récursif à gauche et puis un appel récursif à droite. Alors, quand on écrit ces deux parcours tels quels, on voit qu'on a l'ordre, l'action, donc Fn de R, puis les deux appels, ou bien les deux appels, et puis l'action Fn de R. Et il y a évidemment un cas intermédiaire qui reste à explorer. Et ce cas intermédiaire, c'est le parcours symétrique. Donc ça consiste à faire l'appel récursif à gauche, faire l'action Fn de R, et puis l'appel récursif à droite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un parcours symétrique, où donc on traite d'abord tout le sous-arbre gauche, puis les racines, et puis tout le sous-arbre droit.
Alors, si on veut regarder ce que font en pratique ces trois parcours, en commençant par le préordre, donc on traite d'abord la racine, puis le sous-arbre gauche, puis le sous-arbre droit. Tous nos parcours auront évidemment exactement les mêmes appels récursifs qui seront faits, puisque les appels récursifs ne changent pas d'un parcours à l'autre. C'est simplement le moment où on fait l'action qui change. Et donc si on le fait en préordre, on commence par A, puis B, puis D, puis E, G, H, C, F, I. Donc à chaque fois, on affiche avant de rentrer, enfin au début de la fonction, donc au moment où on rentre dans la fonction. En post-ordre, on affiche, enfin je vais afficher un petit point, mais en pratique, on fait l'action en sortant de la fonction. Donc la première fois qu'on va sortir d'une fonction, c'est quand on va sortir de l'appel récursif au nœud d'étiquette D. Et donc le premier à apparaître dans notre parcours en post-ordre, c'est D. Puis on remonte dans B, on descend dans E, on descend dans G, on sort de G, on remonte dans E, on descend dans H, on sort de H, on sort de E, on sort de B, etc. I, F, C, A. Ce qui est nouveau, c'est le parcours symétrique. Alors le parcours symétrique, on va donc afficher ou agir sur notre nœud entre les deux appels récursifs. Alors de nouveau ici, donc on rentre dans A, on rentre dans B, on rentre dans D. Alors dans D, on va faire deux appels récursifs qui ne vont rien faire, puisque dans les deux cas, on appelle sur des arbres vides. Mais donc entre les deux, on va faire l'action. Donc la première action qui aura lieu, ce sera l'action sur D. Et ici, vous noterez que je mets le point sous le nœud, puisque c'est entre les appels gauche et droit. Donc le suivant, ce sera bien B, puisqu'on a fini de traiter tout le sous-arbre gauche de B, qui est simplement le nœud D. Et puis on descend dans son sous-arbre droit, donc E, G, H. On traite d'abord G, puis E entre G et H, et puis H. Et puis là, on a fini tout le sous-arbre gauche de la racine A, et donc on va enfin pouvoir traiter la racine A. Et puis on descend jusqu'à F, parce que le sous-arbre gauche de F est vide, et donc on traite F avant de passer à son sous-arbre droit qui inclut I. Et enfin on remonte sur C. Alors, pour vérifier que vous maîtrisez bien ces différents parcours, je vous propose un petit exercice. Donc, je vous donne deux arbres et je vous demande d'effectuer les parcours préordonnés, symétriques et post-ordonnés de ces arbres. Vous trouverez les solutions de cet exercice dans le fichier PDF annexé à cette vidéo. Un autre exercice que l'on peut faire éventuellement, c'est de vous donner deux parcours et de vous demander de dessiner l'arbre qui correspond. Alors, par exemple, je vous donne le parcours préordonné, A, B, D, E, C, F, G, et puis le parcours symétrique, D, B, E, A, G, F, C. Et je vous demande quel est l'arbre qui correspond. Alors si tous les labels sont uniques, donc s'il n'y a pas de confusion possible entre différents nœuds, alors vous donnez ces deux parcours, donc donnez soit le pré, soit le post-ordonné, et vous donnez symétrique, ça vous permet de redessiner l'arbre. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Eh bien, le parcours, alors que ce soit pré ou post-ordonné, dans tous les cas, il vous permet de connaître la racine, puisque dans le pré-ordonné, la racine est en première position, et dans le post-ordonné, elle est en dernière position. Donc on sait bien que la racine de notre arbre, c'est A. Alors, connaissant la racine A, dans notre parcours symétrique, on sait que tout ce qui est à gauche de A va être le sous-arbre gauche, et tout ce qui est à droite de A, c'est le sous-arbre droit. Donc on sait bien que les nœuds D, B, E sont sont à gauche de A, et G, F, C sont à droite de A. Et par ailleurs, on a leur parcours préordonné et symétrique, puisque le parcours préordonné du sous-arbre DBE, c'est BDE, donc la racine c'est B. Et le parcours préordonné du sous-arbre droit CFG nous donne la racine C. Et on peut recommencer. Donc cette procédure, on peut la faire récursivement. Donc trouver la racine dans le parcours pré ou post-ordonné. Et trouver donc les sous-arbres gauche et droit dans le parcours symétrique. Alors pour voir si vous avez bien compris ce principe, il y a deux autres exercices que vous pouvez faire. Je vous demande de dessiner l'arbre binaire dont on connaît, alors dans le premier cas, les parcours préordonnés et symétriques. Et dans le deuxième cas, les parcours symétriques et post-ordonnés. De nouveau, une fois que vous avez fait cet exercice, vous pouvez aller voir les solutions dans le fichier PDF qui est annexé.